Salutations à tous. C'est avec un sentiment de fierté et de manière cordiale que je vous adresse une salutation chaleureuse. Moi, c'est Monsieur Ulrich Ndouy-Nungwa, enseignant de philosophie, et j'interviens, n'est-ce pas, à cette plateforme relativement au cours en ligne appelée l'école virtuelle africaine. Nous allons aujourd'hui aborder un chapitre essentiel en termes qui s'articule sur l'art et le travail, le quatrième chapitre du troisième module, l'art et le travail. Dans ce chapitre, nous allons aborder d'abord les définitions, c'est-à-dire d'une part l'art et d'autre part le travail. Deuxième point, nous allons essayer, n'est-ce pas, de présenter les problèmes à retenir. Il y a plusieurs problèmes dans ce chapitre. Par la suite, nous allons toucher le premier point qui est la finalité de l'art, essayer de développer les deux dimensions de l'art. Par ailleurs, nous allons aborder le travail en développant également les deux dimensions du travail. Dimension positive et dimension négative. Bon, voilà de manière synthétique, n'est-ce pas, les grandes lignes que nous allons développer. Bien, après cette brillante présentation, nous entrons directement dans le but du sujet. Et ceci est mentionné sur ce tableau. Nous avons chapitre 4, l'art et le travail. Nous avons deux points, dimension, définition des concepts. Sur la définition des concepts, nous avons deux points, l'art et d'autre part le travail. Déjà, lorsqu'on parle de l'art, l'art c'est tout simplement toute œuvre de création ayant pour viser l'expression de la beauté. Parce que dans l'art, on doit voir la capacité de créer, on doit voir le beau. Bon, toute œuvre de création visant l'expression de la beauté. Et concernant le travail c'est tout simplement tout effort ou activité physique ou intellectuelle permettant à l'homme d'améliorer ses conditions de vie. Bon, parce qu'on parle de travail, le travail n'est pas seulement physique, ce n'est pas seulement la force. Le travail peut aussi également être intellectuel ou moral même. Bon, c'est pourquoi on dit tout effort physique, intellectuel ou moral permettant à l'homme d'améliorer ses conditions. Ceci étant dit, pour les définitions, nous entrons sur les problèmes. Je vais insister sur deux problèmes. Le problème de la finalité de l'art et celui de la finalité du travail. Et chaque problème regorge deux thèses, c'est-à-dire deux thèses opposées. Je commence directement par le problème de la finalité de l'art. Lorsqu'on parle de la finalité de l'art, c'est quoi? Finalité, c'est pour dire à quoi c'est l'art, à quoi c'est l'art, quelle est la visée, quel est le but. Ici, nous avons deux thèses. La première thèse qui se conçoit comme l'art pour l'art, c'est-à-dire l'art pour le beau. Il est considéré généralement comme la thèse, n'est-ce pas, appelée, n'est-ce pas, l'art pour le beau, ou encore la thèse des Panacées, pour ceux qui soutiennent que l'art doit être au service du beau. Ici, on retient tout simplement que l'art a pour viser d'abord l'expression de la beauté. La beauté, pourquoi? Parce que c'est à partir, n'est-ce pas, du beau, de la créativité, que l'artiste, n'est-ce pas, peut toucher la sensibilité, n'est-ce pas, non seulement des lecteurs ou de ceux qui l'observent. Bon, ici, on veut mettre l'accent sur le beau, sur le beau qui fait la grandeur de l'œuvre d'art, comme Théophile Gautier, qui est un grand partisan de cette théorie, le dit d'ailleurs, je cite, il n'y a de vraiment beau que ce qui ne peut servir à rien. Tout ce qui est utile est laid. Bon, ici, ils vont montrer justement que l'art doit mettre en avant d'abord le beau. Une œuvre qui n'est pas belle n'a aucune valeur, elle est inutile. Bon, ici, on conçoit l'art, n'est-ce pas, d'abord par le beau. Et dans le beau, on voit quoi? On voit l'expression de la captivité, on voit la séduction, on voit l'innovation, on voit la créativité. Bon, tout ce qui peut mettre en avant, n'est-ce pas, la beauté. Nous avons également Eugène Ionesco qui dit que l'art est un langage autonome sans signification autre que sa gratuité. L'art est un langage autonome sans signification autre que sa gratuité. Bon, pour dire quoi?
que l'art est essentiellement désintéressé. Ça veut dire que l'art ne doit pas prendre position par rapport aux problèmes de la société, par rapport au malaise de la société. Elle doit s'intéresser seulement au côté beau, c'est-à-dire distraction, ludique, tout ce qui est esthétique. C'est pourquoi ici on peut appeler ça la thèse de l'esthétique. Ici on ne veut que ce qui plaît, ce qui captive. Là c'est la thèse, n'est-ce pas, de l'art pour l'art. On ne veut que la beauté, ce qui fait émouvoir, c'est-à-dire justement. Or, dans une autre approche, c'est-à-dire une approche de dépassement, on consomme maintenant là ici l'art pour le progrès. Ici maintenant, c'est pour soutenir que l'art ne doit pas seulement se limiter au beau. L'art doit aussi être un instrument de changement. L'art doit être un moyen permettant à l'homme, n'est-ce pas, d'améliorer ses conditions de vie. Par exemple, on peut produire l'art pour dénoncer à travers un son, une musique, à travers une œuvre littéraire, à travers un humour, à travers un théâtre. Bref, dans chaque œuvre d'art, cette thèse suppose qu'on doit mettre en avant, n'est-ce pas, les problèmes, exposer, dénoncer, proposer même des solutions. Bon, ici, l'art est considéré comme un moyen de libération. Comme dit Ebenezer Ndjomoleh. L'art, il dit, Ebenezer Ndjomoleh, je le cite, l'art n'est pas pour nous un supplément d'aliénation, mais au contraire un moyen de libération. L'art n'est pas pour nous un supplément d'aliénation, mais au contraire un moyen de libération. Bon, pour dire que l'artiste a pour but de libérer l'homme. Et quand il libère l'homme, c'est par rapport à toute forme d'aliénation, que ce soit les dominations, que ce soit l'esclavage, que ce soit le capitalisme. Bref, amener l'homme, n'est-ce pas, à s'émanciper et à prendre en main, n'est-ce pas, ses responsabilités. Et c'est également le cas chez Jean Bossard, qui pense que le but de l'artiste, c'est de désaliéner l'homme. L'art doit désaliéner l'homme, c'est-à-dire amener l'homme, n'est-ce pas, à être maître de lui-même, à s'émanciper, à prendre ses responsabilités en main. Bon, pour les résumer sur la finalité de l'art, un peu de mots pour être synthétique et compréhensif. Quand on parle de l'art pour l'art, il s'agit de l'esthétique. Ça veut dire que on utilise l'art juste pour plaire, pour captiver. Et quand on parle de l'art pour le progrès maintenant, il s'agit d'utiliser l'art pour servir l'homme, pour changer la situation de l'homme. Bon, voilà ce qu'on peut retenir. Dans l'esthétique, on voit le beau, on voit le divertissement, on voit séduire, captiver. Or que dans l'éthique, parce que ici on peut dire ça l'éthique, c'est-à-dire là le progrès, ici on voit quoi? Dénoncer, proposer, éduquer, sensibiliser. On voit donc cette capacité, n'est-ce pas, qu'a l'art de pouvoir améliorer les conditions de vie de l'homme et surtout changer la société. C'est un changement positif. Bon, voilà ce qu'on peut retenir sur l'art. Maintenant, le deuxième concept qui est le travail aborde également le problème de la finalité du travail. Sur la finalité du travail, nous avons aussi deux thèses qui s'affrontent. Première thèse, la dimension négative. Sur la dimension négative du travail, ici, on conçoit le travail comme une source d'aliénation. D'aliénation dans quel sens? Déjà, il faut préciser que du point de vue étymologique, c'est-à-dire dans son sens, dans son origine, le travail vient d'un mot latin crepalium, qui est un instrument de torture utilisé, n'est-ce pas, pour l'esclavage, pour la domination. Bon, je peux dire que dans son étymologie même, dans son essence même, le travail implique la souffrance, implique la torture. Voilà pourquoi on peut donc dire que sur le prisme de la dimension négative, on peut considérer le travail comme une source d'aliénation, surtout un obstacle à la liberté, dans la mesure que le travail impose à l'homme certaines conditions, certaines recommandations, certaines exigences. Il n'y a pas de travail au monde qu'il n'y a pas de concret. Là, c'est clair. Chaque travail implique une obligation. Et lorsqu'on se sent obligé, on n'est plus libre. Bon, on perd sa liberté. À ce sujet, Karl Marx le dit, le domaine de la liberté commence là où cesse le travail. Le domaine de la liberté commence là où cesse le travail. Bon, pour dire que pour être libre, il faut arrêter de travailler. Bon, il disait dans un sens que le travail et la liberté ne marchent pas ensemble. On ne peut pas dire être libre et travailler. Bon, parce que dans le travail, il y a les contraintes et les obligations. C'est un obstacle justement à la liberté. Et si on ancre même dans le sens public, on va voir que le travail est le résultat du péché des premiers hommes. Parce qu'après, si on essaie d'expliquer du point de vue de la tradition judéo-chrétienne, c'est après le péché des premiers hommes que la sentence divine est annoncée. Et c'est créé dans la Sainte Bible. Tu mangeras désormais à la sueur de ton front. Bon, c'est pour dire que le travail perçu même sur cet angle est une obligation, est une contrainte.
Et c'est ça qui montre donc le côté négatif du travail. Bon, voilà donc ce qu'on peut résumer sur la dimension négative du travail. Et maintenant, la deuxième thèse, c'est-à-dire la thèse de dépassement, qui est la thèse positive. Là, c'est pour montrer encore le travail aussi positif. Parce qu'il n'y a pas de mal sans bien. Côté positif, on retient tout simplement, le travail améliore les conditions de vie de l'homme parce qu'en travaillant, on se perfectionne d'abord. C'est-à-dire, à force de travailler, du point de vue même psychologique ou moral ou intellectuel, on se perfectionne. Maintenant, le travail permet aussi à l'homme d'avoir, n'est-ce pas, des produits ou d'avoir, n'est-ce pas, les biens pour satisfaire, n'est-ce pas, ses besoins de son travail. On est capable de se prendre en charge. On est capable, n'est-ce pas, surtout de se libérer de plusieurs mots, comme le besoin. Lorsqu'on travaille, on se libère du besoin, on se libère de l'ennui. Et à ce sujet, on a Voltaire qui précise, il dit, je le sais, le travail éloigne de nous trois grands mots, l'ennui, le vice et le besoin. Là, c'est ce que dit Voltaire, le travail éloigne de nous trois grands mots, l'ennui, le vice et le besoin. Bon, on peut dire que lorsqu'on travaille, on se libère, n'est-ce pas, de certains mots, de certains malaises qui entravent à notre épanouissement. Bon, on ne doit pas totalement remettre en question le travail parce qu'il y a quand même, on ne doit pas nier les bienfaits du travail chez l'homme. Et je tiens à préciser, lorsqu'on parle de travail, ce n'est pas seulement le travail en entreprise, ce n'est pas seulement le travail au chantier, ou ce n'est pas seulement le travail qui implique une rémunération. Non, le travail, c'est toute activité. Même celui-là qui dit son devoir, même celui-là qui utilise ses leçons sur le travail, même celui-là qui essaie, n'est-ce pas, de penser comment résoudre ses problèmes, c'est le travail. Bon, le travail, c'est tout effort, j'ai précisé dès longtemps, que ce soit physique ou intellectuel ou moral, qui permet, n'est-ce pas, de se prendre en charge. Bon, pour résumer donc, sur la dimension, sur la finalité, on a la dimension de l'esthétique, là pour le beau, la dimension de l'éthique, là pour le progrès. Et pour le travail, on a deux dimensions aussi, dimension négative, travail comme source d'aliénation, dimension positive, travail comme facteur d'épanouissement. Bon, voilà au total deux problèmes, et chaque problème avait deux thèses. Bon, voilà ce qu'on peut retenir sur ce chapitre de manière générale. Certes, il y a des éléments qu'on ne peut pas tout développer parce qu'il faut donner l'essentiel pour mieux comprendre afin, n'est-ce pas, de faire certaines autres recherches pour ajouter des manières supplémentaires. Je vous remercie, merci pour l'écoute et on se dit aux prochaines vidéos.